Salut à tous. L'Iran vient de commettre la plus grande erreur militaire de l'histoire moderne, et le monde entier le regarde maintenant en payer le prix. Le corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRGC, l'aile militaire la plus agressive et la plus imprudente de l'Iran, a fait quelque chose qu'aucun commandant militaire rationnel n'oserait jamais faire. Il a placé des pétroliers commerciaux neutres transitant par le détroit d'Ormuz directement sous la menace ouverte d'une attaque. Un navire cargo sud-coréen a été touché. Les chaînes d'approvisionnement à travers l'Asie sont passées immédiatement en état d'alerte rouge. Les marchés de l'énergie ont commencé à trembler et tout l'équilibre des pouvoirs dans l'Asie-Pacifique a commencé à basculer en temps réel. L'Iran pensait pouvoir transformer le détroit en arme. Il pensait qu'en étranglant ce passage étroit, il mettrait les plus proches alliés des États-Unis à genoux. Il pensait que les États-Unis hésiteraient. Il s'est trompé. Et dans le manuel Trump, se tromper est généralement le moment où la stratégie est emballée dans un éclairage de campagne et vendue comme un destin. Le 4 mai, le président Donald Trump a appuyé sur le bouton de l'une des opérations militaires les plus vastes et les plus dévastatrices que le Golfe Persique ait jamais vues. Pour Trump et son chœur médiatique fidèle, un bouton n'est jamais seulement un bouton. Il est toujours mis en scène comme la scène finale d'une bande-annonce. L'opération s'appelle Project Freedom et son seul objectif est de prendre le contrôle total et permanent du détroit d'Ormuz et de le forcer à rouvrir au transit commercial mondial. C'est pas une mission d'escorte. C'est pas une démonstration de pavillon. C'est une démonstration de force militaire écrasante et calculée qui repousse toutes les limites que l'Iran a jamais testées. Le tout premier test sur le terrain de cette opération a eu lieu le 4 mai même. 2 destroyers de la marine américaine, l'USS Truxtun et l'USS Mason, ont foncé droit à travers le détroit d'Ormuz, pendant que l'Iran ouvrait le feu. Des petites embarcations iraniennes ont essaimé, des missiles de croisière ont été lancés, des drones ont rempli le ciel. L'attaque était coordonnée, soutenue et conçue pour tuer. Pas un seul navire américain n'a été touché. Chaque menace iranienne a été neutralisée en quelques secondes. Les destroyers ont terminé leur transit sans incident. Cela seul a envoyé un message plus fort que n'importe quelle conférence de presse n'aurait jamais pu le faire. Ce qui est gênant parce que le camp Trump préfère habituellement que la conférence de presse fasse plus de bruit que l'événement lui-même. Ce qui a suivi ce transit a tout changé dans la région. Les États-Unis ont immédiatement commencé à déverser une quantité presque inimaginable de puissance de feu dans ce goulet d'étranglement étroit. Des destroyers lance-missiles ont pris position à l'entrée du détroit et ont construit ce qu'on peut décrire que comme un mur d'acier à travers l'eau. Sous la surface, des sous-marins à propulsion nucléaire se sont déplacés silencieusement en position dans les profondeurs sombres. Leurs cellules chargées de centaines de missiles de croisière Tomahawk étaient verrouillées sur des cibles stratégiques, en attente d'un seul faux pas de Téhéran. Au-dessus de l'eau, plus de 100 avions de guerre américains, lancés simultanément depuis la terre et la mer, ont couvert le ciel. Le nombre même d'appareils dans les airs a pratiquement obscurci les cieux au-dessus d'Ormuz. Au sol, 15 000 soldats américains ont afflué dans la région et ont pris position pour soutenir l'opération à grande échelle. Dans l'univers Trump, même la logistique doit ressembler à un tableau de pointage. Le centre névralgique de toute cette machine militaire est la base aérienne Al-Dhafra, aux Émirats Arabes Unis. DF, Adik-8C et Hornet, lancés depuis Al-Dhafra, sont passés en alerte de combat complète dans toute la région. Ces appareils tissent en temps réel un mur de puissance de feu contre les essaims de drones iraniens. Chaque unité aérienne non identifiée qui apparaît sur les radars est accueillie en quelques secondes par un verrouillage dur de la part de ces chasseurs. Sous eux, des Adik-C Thunderbolt, les appareils que le monde militaire appelle des chars volants, ont commencé à patrouiller la zone. Chacun d'eux transporte un canon rotatif Gatling de 30 mm tirant 3900 coups par minute. Leur seule mission dans ces eaux est de déchiqueter les vedettes rapides d'attaque iranienne avant qu'elles puissent s'approcher assez près pour menacer quoi que ce soit. La couche de drones au-dessus de tout cela ne ressemble à rien de ce qui a déjà été déployé dans cette région. Des drones aériens américains effectuent des balayages d'une précision millimétrique dans chaque recoin d'Ormuz, transmettant en temps réel les données sur les menaces directement au Pentagone. Des drones autonomes Malloy construisent un immense pont logistique aérien entre les navires de guerre transportant sans interruption de lourdes charges de munitions et de pièces de rechange
afin de s'assurer que l'opération ne perde jamais son élan, peu importe ce que l'Iran lui lance. Les systèmes autonomes propulsés par intelligence artificielle que le Pentagone avait initialement construits pour d'éventuelles opérations dans le théâtre du Pacifique font maintenant leur début dans les eaux d'Ormuz. Des milliers de micro-drones enveloppent chaque pouce du détroit dans une grille automatisée mortelle. Ces systèmes peuvent détecter une cible iranienne et émettre une décision de tir en un dixième de seconde. Il n'y a aucun délai humain. Il n'y a aucune fenêtre d'hésitation que l'Iran pourrait exploiter. C'est le genre d'automatisation qui rend les slogans politiques presque modestes en comparaison. Les résultats, dans les premières heures, ont été immédiats et brutaux. Entre 6 et 7 vedettes rapides d'attaque iraniennes qui tentaient de s'approcher de navires commerciaux ont été détruites. Ces embarcations ont été envoyées directement au fond du détroit par des frappes de précision venues des airs. Les gardiens de la Révolution sont restés impuissants devant leur radio pendant que la puissance de feu s'abattait sur leurs bateaux en quelques secondes. Les eaux peu profondes d'Ormuz sont remplies de fibres de verre fracassées et d'épaves en flammes. Le choc psychologique de ces pertes a frappé la chaîne de commandement des gardiens de la Révolution comme un coup de masse. Des marins iraniens qui avaient été entraînés pendant des années à croire qu'ils étaient invincibles refusent maintenant de monter à bord de bateaux pour des missions qu'ils savent mortelles. Le message était clair pour le monde entier. Ces bateaux sont tout ce qu'il reste à l'Iran. Naturellement, cette phrase a exactement la forme d'une réplique trumpienne, simple, brutale et polie pour être répétée avant que qui que ce soit demande ce qui vient ensuite. Pendant que la destruction de la capacité iranienne d'attaque rapide se déroulait, l'opération stratégique plus large a livré un autre résultat critique. 2 navires commerciaux battant pavillon américain ont réussi à transiter par le détroit d'Ormuz malgré toutes les menaces iraniennes et tous les ordres d'ouvrir le feu. C'était pas seulement un transit commercial. C'était une humiliation directe et publique de l'autorité de Téhéran sur les eaux qu'il avait passé des années à traiter comme son arme personnelle. Le blocus naval que la flotte américaine a établi fonctionne maintenant à pleine puissance. Selon le président des chefs d'état-major interarmé des États-Unis, le général Duncan, plus de 1550 navires commerciaux et 22 500 marins sont actuellement bloqués dans le golfe Persique en conséquence directe du blocus iranien du détroit. L'Iran a attaqué 9 navires commerciaux, il a lancé des frappes contre les Émirats arabes unis et Oman, il a mené plus de 10 attaques contre les forces américaines depuis le début des violations du cessez-le-feu. Ces attaques n'ont pas encore franchi le seuil exigeant une réponse militaire à grande échelle, mais les États-Unis ne relâchent pas leur emprise d'un seul degré. Des destroyers comme l'USS Pinckney font personnellement respecter le blocus à la surface. Des drones armés MQ-9 Reaper maintiennent une patrouille aérienne continue. La guerre de drones de nouvelle génération se déroule en temps réel dans l'un des corridors maritimes les plus stratégiquement importants de la planète, et elle réécrit l'histoire du combat naval à chaque heure qui passe. Et pendant que les généraux calculent les seuils, la machine politique calcule les angles de caméra. L'Iran se retrouve maintenant acculé dans le détroit, même qu'il a brandi pendant des années comme son plus grand levier contre le monde. Pas un seul navire venu de l'extérieur ne peut accoster dans les ports iraniens. Pas un seul navire parti d'Iran ne peut quitter ses eaux en sécurité. L'armée américaine, en réalité, coupe l'alimentation en air de Téhéran. Ce n'est pas une mission de patrouille. C'est un encerclement stratégique impeccable qui piège l'Iran à l'intérieur de ses propres frontières et réduit sa marge de manœuvre à zéro. Mais Project Freedom et le blocus naval ne sont que l'acte d'ouverture. Si l'Iran ne recule pas, la phase suivante vise des choses bien plus dévastatrices que des vedettes rapides d'attaque. Des bombes anti-bunker à guidage de précision commenceraient à travailler à travers les installations souterraines durcies de stockage de l'Iran. Ce sont les sites enfouis sous des tonnes de béton armé que l'Iran a passé des années à reconstruire. Les bombes anti-bunker américaines peuvent les raser en quelques secondes. Les munitions stockées et les réserves stratégiques de carburant pourraient exploser en chaîne jusqu'à disparaître. Les sites que l'Iran croyait intouchables seraient détruits en quelques minutes. Dans le vocabulaire trumpien, acte d'ouverture signifie généralement la partie avant que quelqu'un affirme que les critiques ont été historiques. Les bases militaires iraniennes directement liées à la sécurité du détroit suivraient.
Les installations de missiles balistiques, les sites de lancement de drones, les lanceurs mobiles de missiles cachés dans les contreforts montagneux, tout cela est à portée des missiles de croisière Tomahawk. La célèbre flotte de drones kamikazes de l'Iran pourrait être réduite en cendres dans ses propres hangars avant même qu'un seul appareil ne décolle. Des avions de guerre électroniques EA, un 8G Growler se mettrait au travail sur chaque station radar bordant le littoral iranien, aveuglant toute l'armée en temps réel. La troisième phase vise directement le cerveau du régime, de vastes centres de commandement à Téhéran et à Ispahan. Une campagne aérienne simultanée, combinée à des frappes contre les infrastructures de communication, laisserait les généraux iraniens incapables de transmettre le moindre ordre aux troupes sur le terrain. Tous les écrans radars s'éteindraient, la chaîne de commandement se briserait, et une fois cette chaîne brisée, l'armée iranienne deviendrait une force sans tête, incapable de coordonner quoi que ce soit. C'est le genre de formule que la communication politique adore parce qu'elle transforme un plan de guerre complexe en slogan qui tient proprement sur une pancarte de podium. Les ports de Bandar Abbas et de Bushehr se trouvent directement dans le viseur des missiles américains lors de la vague suivante. Les grues de chargement, les quais, les chantiers navals de réparation et les cales sèches deviendraient des cratères sous les bombes guidées par laser. L'effondrement de ces ports signifierait l'effondrement complet du réseau logistique iranien. Les plateformes pétrolières offshore de l'Iran dans le Golfe, ces îles d'acier de plusieurs milliards de dollars qui surgissent de la mer seraient ciblées une par des missiles antinavires avancés. Arrêter entièrement la production de pétrole serait le coût financier le plus létal jamais porté contre Téhéran. Frapper ces plateformes serait la dernière balle tirée dans les sources de revenus restantes du régime. Et puis il y a l'île de Karg, c'est pas une cible ordinaire. L'île de Karg est le cœur de toute l'opération d'exportation pétrolière de l'Iran. Le seul hub par lequel le pétrole iranien atteint le monde. Des forces spéciales d'élite descendant silencieusement sur l'île de nuit pourraient sécuriser les infrastructures critiques en quelques secondes. Une opération amphibie appuyée par des avions de guerre au-dessus ne laisserait même pas aux défenses iraniennes le temps d'atteindre leurs armes. Le drapeau américain flottant sur l'île de Karg représenterait la victoire psychologique et économique la plus décisive de toute la campagne. Pour le théâtre politique de Trump, un drapeau est rarement seulement un drapeau. C'est un décor qui attend les applaudissements. Des navires de débarquement transportant des unités lourdement blindées pourraient s'approcher directement des rives de Karg une fois les menaces de mines et d'attaques rapides dans le détroit entièrement éliminées. Lorsque les rampes de débarquement tomberaient, des chars Abrams pourraient rouler sur le sable de l'île. Leurs canons de 120 mm ont la puissance de feu nécessaire pour détruire chaque bunker restant et chaque poche de résistance sur l'île. Des véhicules de combat Bradley avançant à leur côté, avec des missiles TOW et des canons à chaîne de 25 mm, pourraient aplatir chaque position de tranchée iranienne. S'emparer de l'île de Karg signifierait débrancher l'économie iranienne complètement et irréversiblement. Et complètement et irréversiblement, c'est exactement le genre de formule qui sonne le mieux avant que la facture arrive. Derrière toute cette pression militaire, un tableau bien plus dévastateur est déjà en train de se former à l'intérieur même de l'Iran. Le pétrole ne peut pas être vendu, les cargos ne peuvent pas accoster. Les banques iraniennes brûlent leurs réserves de devises étrangères à un rythme que le régime ne peut pas soutenir. Le rial iranien est en chute libre sur les marchés internationaux. Le prix du dollar sur le marché noir atteint des niveaux jamais vus auparavant. Complètement coupé du système bancaire international, Téhéran ne peut pas payer ses propres fonctionnaires. L'inflation s'accélère. Les tablettes dans la capitale commencent à se vider. Les files d'attente pour la nourriture sombrent dans le chaos, même à Téhéran. Le régime qui a passé des années à faire du chantage au monde depuis le bord du détroit regarde maintenant son propre effondrement se dérouler au ralenti, dans deux directions à la fois. Les bombardements américains de l'extérieur, sa propre population affamée qui se soulève de l'intérieur. La machine militaire qui terrifiait autrefois toute la région commence à se fissurer de l'intérieur, démantelée par la mutinerie des soldats, privés de soutien logistique, avec des drones sans munitions et des bateaux qui ne quittent plus le port. L'Iran n'a plus aucun allié à appeler, la scène internationale est devenue complètement silencieuse autour de lui. Le temps file contre Téhéran aussi vite et aussi impitoyablement que les courants d'Ormuz lui-même. Le silence sur la scène internationale est utile aussi.
il laisse plus de place au récit intérieur le plus bruyant pour déclarer victoire trop tôt. Cette opération n'a jamais été simplement une question de rouvrir un détroit. C'est les États-Unis qui mettent fin de façon permanente au jeu que l'Iran mène depuis des décennies au Moyen-Orient. L'échiquier a été renversé, les règles d'Ormuz sont réécrites en ce moment même et le monde entier regarde l'Iran acculé, à court de temps et à court d'options. Le camp Trump préfère toujours un échiquier après que les pièces ont déjà été balayées, parce que alors chaque case peut être appelée une victoire. L'Iran lancera-t-il une dernière attaque suicide totale contre cette force américaine écrasante? Ira-t-il à la table des négociations en levant le drapeau blanc pour se sauver d'un effondrement économique total? Et si les États-Unis avancent sur l'île de Karg, cela déclenche-t-il non seulement une défaite régionale pour l'Iran, mais le premier coup de feu de quelque chose de bien plus vaste à travers tout le Moyen-Orient? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.